Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui des actualités sur la prise en charge de la polypose nasosinusienne qui se trouve à un tournant de sa thérapeutique. Et nous aborderons également les particularités de la technique chirurgicale d'ethmoïdectomie et de polypectomie propre à la polypose nasosinusienne. Comme vous le savez, la polypose nasosinusienne est une forme particulière de rhinosinusite chronique. Il s'agit d'une véritable maladie inflammatoire, mais dont l'éthiopathogénie reste encore mal définie à ce jour. Nous allons le voir avec quelques illustrations. Des scores endoscopiques permettent de grader l'importance du développement de la polypose nasosinusienne. On distingue plusieurs stades. Le stade 1, où les polypes vont remplir le méa moyen, mais ils ne vont pas atteindre le bord inférieur du cornet moyen. Le stade 2, où les polypes vont atteindre le bord inférieur du cornet moyen mais sans le dépasser. C'est le cas de l'image que vous voyez sur la gauche. Le stade 3, où là les polypes vont dépasser le bord inférieur du cornet moyen. Et enfin, on distingue le stade 4, où les polypes vont atteindre le plancher de la fosse nasale. Pour autant, ces scores endoscopiques ne sont pas toujours corrélés à la sévérité des symptômes. Sur cette deuxième diapositive, on voit que ces polypes correspondent en tomodensitométrie à des opacités diffuses, bilatérales, ethmoïdales, antérieures et postérieures. Vous avez sur l'image à gauche une polypose stade 1 avec un comblement partiel des cellules maxillaires et ethmoïdales antérieures. Et puis sur l'image de droite, la polypose stade 3 avec un comblement quasi complet des cellules maxillaires et ethmoïdales antérieures. Au plan pathogénique, il est admis que la polypose nasosinusienne est une maladie multifactorielle, avec peut-être un facteur familial retrouvé dans près de 15% des cas, un facteur allergique, un facteur infectieux fongique et surtout bactérien, avec le superantigène de la toxine staphylococcique, qui est le facteur environnemental le mieux décrit actuellement. En effet, ces facteurs environnementaux seraient responsables d'une agression de l'épithélium avec une destruction des jonctions serrées qui permet la cohésion entre les cellules épithéliales. Cette agression épithéliale induirait un afflux de cellules inflammatoires qui déclencherait une cascade moléculaire inflammatoire avec la sécrétion d'interleukines et à distance une réaction immunitaire à type d'IgE spécifique. Ainsi, la polypose nasosinusienne serait un modèle de maladie inflammatoire à éosinophile et la réponse immunitaire qui serait exacerbée dans la polypose nasosinusienne va entretenir l'inflammation et le remodelage tissulaire à l'origine de la formation de ces polypes. Au plan thérapeutique, la polypose nasosinusienne reste une maladie difficile à contrôler. Tout le monde s'accorde pour prescrire une corticothérapie locale au long cours associée à des irrigations nasales et à prescrire sans dépasser 4 cures par an des corticoïdes oraux. Lorsqu'il existe une corticodépendance ou des symptômes qui sont insuffisamment soulagés par les corticoïdes locaux, en général on essaye toujours une cure de 2 mois bien conduite, il est licite de proposer un traitement chirurgical à type d'ethmoïdectomie ou de polypectomie. Le problème majeur de la chirurgie reste le risque important de récidive qui est évalué de 5 à 40% selon les séries à 18 mois. Et avant d'envisager les techniques chirurgicales propres à la polypose nasosinusienne, je souhaite vous dire quelques mots sur les nouvelles thérapeutiques, les biothérapies qui sont actuellement en plein essor. Comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, il existe actuellement plusieurs molécules qui ont été testées dans la polypose nasosinusienne et qui sont dirigées contre les principaux acteurs inflammatoires présents dans la polypose nasosinusienne. Les anti-IgE, au premier plan l'omalizumab ou le Xolair qui a été testé chez des patients présentant un asthme sévère hyperéosinophilique. Il existe ensuite les molécules thérapeutiques dirigées contre l'IL-5 qui est une interleukine majeure dans la polypose nasosinusienne à l'origine du recrutement des éosinophiles. On distingue le reslizumab, le mepolizumab et le benralizumab qui lui va se fixer sur le récepteur à l'IL-5. Ces molécules ont toutes été testées chez des patients porteurs de polypose nasosinusienne associés à un asthme sévère hyperéosinophilique.
Et enfin, une dernière molécule que je souhaite vous présenter aujourd'hui, qui est le dupilumab ou Dupixent, qui est une molécule qui va viser les récepteurs à l'IL-4 et l'IL-13, qui sont également des interleukines majeures dans la polypose nasosinusienne. L'ensemble de ces molécules thérapeutiques que je viens de vous présenter ont été étudiées dans le cadre d'études cliniques chez des patients qui présentaient un asthme sévère, hyperéosinophilique, en association avec la polypose nasosinusienne. Ces molécules n'ont pas encore l'AMM concernant la polypose nasosinusienne seule. Seul le Dupixent ou Dupilumab, qui est un anti-IL-4, anti-IL-13, vient d'obtenir l'AMM européenne pour la polypose nasosinusienne. Cette autorisation de mise sur le marché européen du Dupilumab ou Dupixent anti-IL-4, anti-IL-13 fait suite à une publication qui a prouvé l'efficacité de cette thérapie dans la polypose nasosinusienne. Efficacité prouvée sur le score de polype, sur le score d'obstruction nasale, mais également sur l'odorat et sur le score d'opacité tomodensitométrique. Ces deux études réalisées sur 24 et 52 semaines, avec une injection en sous-cutanée tous les 15 jours, ont montré une efficacité durable dans le temps et avec une efficacité sur les comorbidités asthmatiques également et sur la qualité de vie des patients. Avec l'avènement de la chirurgie endoscopique, il existe maintenant une véritable technique opératoire pour réaliser soit une polypectomie, soit une ethmoïdectomie. La polypectomie, comme elle s'entend aujourd'hui, est une technique qui se réalise sous anesthésie générale, mais en chirurgie ambulatoire, et elle consiste à une véritable squelettisation des méas et de la fente olfactive, et plus seulement l'exérèse de polypes ocerneux. C'est une technique cependant qui reste facile à maîtriser sur le plan chirurgical et qui peut être réalisée à l'aide d'un microdébrideur. Les complications restent très rares à type d'épistaxis. On l'oppose à la technique d'ethmoïdectomie qui consiste, elle, en un véritable évidement de l'ensemble des sinus, qui est plus difficile à réaliser, mais qui peut être facilité par l'utilisation d'instruments motorisés comme un microdébrideur ou la neuronavigation assistée. Les complications de cette technique restent exceptionnelles, nous allons les voir ensemble. Avant de réaliser cette chirurgie, il existe un prérequis indispensable. Le premier est d'informer le patient. Le deuxième prérequis indispensable avant la réalisation de la chirurgie est la préparation du patient. Il a été montré de façon indubitable dans quelques études que l'utilisation de corticoïdes locaux permettait de diminuer les pertes sanguines, d'améliorer le champ opératoire et de diminuer la durée d'intervention. C'est pourquoi l'EPOS, le Consortium européen 2020, préconise l'utilisation en préopératoire de corticoïdes locaux. Par contre, il n'a pas été montré d'effet additif des corticoïdes généraux ou d'antibiotiques avant la chirurgie. Le troisième prérequis indispensable est bien sûr l'analyse du scanner du massif facial qui est indispensable et médico-légal avant toute chirurgie. Je vous propose l'acronyme CLOSE qui est repris par le Consortium européen EPOS 2020. C pour analyse de la lame criblée, en particulier la profondeur et l'asymétrie de la base du crâne, comme vous pouvez le voir sur l'illustration, avec le toit de l'ethmoïde qui est plus bas à droite plutôt qu'à gauche. L pour lame papyracée, existe-t-il une déhiscence de cette lame papyracée, comme sur l'illustration, avec la flèche en jaune. O pour onodie, existe-t-il une cellule sphénoethmoïdale qui va se développer de manière latérale et souvent supérieure au sphénoïde. S pour sphénoïde, il est important d'analyser s'il existe une déhiscence en regard du canal carotidien, comme sur l'illustration, et en regard du nerf optique. Et E pour artère ethmoïdale, la position de l'artère ethmoïdale antérieure et postérieure par rapport à la base du crâne. À ce stade, vous êtes tous impatients de débuter la chirurgie, mais il existe encore quelques balises anatomiques à repérer sur le scanner avant de débuter.
Tout d'abord, au niveau de la région prébulaire, donc par la coupe coronale qui passe en avant de la bulle, il est important d'analyser l'inciforme et surtout la racine cloisonnante de l'inciforme qui va permettre de délimiter deux gouttières de drainage. En dehors, la gouttière inciformienne, où on distingue les cellules terminales antérieures, postérieures et inférieures. Et en dedans, les cellules méatiques avec la cellule préméatique, la cellule antérieure et la cellule postérieure. C'est souvent la cellule antérieure qui, par sa pneumatisation, va donner naissance au sinus frontal. Il est important également de repérer à ce niveau s'il existe une finesse de la lame papyracée et de la tache verticale du cornet moyen sur la lame criblée. Votre scanner est comme une carte de route de votre chirurgie. Et il est important de suivre la route qui va être guidée justement par la racine cloisonnante de l'inciforme. La racine cloisonnante de l'inciforme, comme je vous l'ai dit, va délimiter les cellules, la gouttière inciformienne et la gouttière méatique. Il est important également de distinguer sur le scanner la racine cloisonnante du cornet moyen qui va séparer les deux compartiments de l'ethmoïde antérieur de l'ethmoïde postérieur. Il est également important de noter quelques variations anatomiques qui pourraient exister. Dans 20% des cas, il peut exister une cellule qu'on dit de Haller, c'est une cellule ethmoïdale infraorbitaire qui correspond à une pneumatisation de la cellule inciformienne inférieure et qui peut conduire à une entrée accidentelle dans l'orbite si elle n'est pas reconnue lors de la chirurgie endoscopique. Il existe une deuxième variation anatomique à rechercher, l'existence d'une cellule de Lagernazi qui correspond à une hyperpneumatisation de la cellule inciformienne antérieure et qui va siéger de manière antérieure à l'extrémité supérieure du canal lacrymonasal et juste en rapport étroit avec la racine du nez. Au niveau de la région bulaire, il est important de repérer, on l'a vu, la position de l'artère ethmoïdale antérieure, mais surtout de repérer votre parallépipède où vous allez réaliser la chirurgie. Ce parallépipède, en fait, est délimité médialement par la lame papyracée et latéralement par le cornet moyen. C'est dans cette zone où vous pourrez opérer sans danger. Quelques mots en introduction sur l'installation au bloc opératoire. L'anesthésie générale est réalisée avec la mise en place d'une sonde préformée orale. On réalisera également un packing oropharyngé et il conviendra de réaliser un méchage préalable des fosses nasales à la xylocaïne nafazolinée. Concernant la position de la table, elle doit être réglée à sa position la plus basse avec un léger proclive qui pourra être adapté. Le patient doit être positionné en décubitus dorsal avec les bras le long du corps. La colonne vidéo sera positionnée selon les préférences du chirurgien, soit à la tête du patient, soit en face de l'opérateur. Un petit focus sur les instruments motorisés qui vous permettent de réaliser une polypectomie de manière plus aisée avec l'utilisation du shaver qu'il conviendra absolument de laisser en position ouverte vers le haut. Pour réaliser cette chirurgie, on utilisera un endoscope de 4 mm à 30 degrés avec une poignée d'aspiration, quelques pinces de Black Esley, des pinces courtes, des pinces à 45, une curette de Kuhn, quelques aspirations boutonnées, une pince de Kerrison qui permettra d'aider à l'ouverture du sphénoïde éventuellement, quelques pinces à sinus frontal pour épargner au maximum la muqueuse et enfin une pince bipolaire pour réaliser l'hémostase. Nous allons voir ensemble à présent les temps forts de l'ethmoïdectomie. Tout d'abord, le premier temps qui concerne l'exérèse des polypes des planchers des fosses nasales pour libérer et exposer la coane à l'aide d'un instrument motorisé. Les polypes doivent être aspirés grâce à l'ouverture justement qui est positionnée vers le haut de votre pièce à main. La gestuelle est importante, elle doit être réalisée d'avant en arrière et du niveau inférieur vers le niveau supérieur. Le deuxième temps opératoire consiste en l'évidement des polypes au niveau de la région prébulaire. Elle doit permettre de dégager les repères anatomiques que nous avons vus ensemble, c'est-à-dire le cornet moyen, la paroi orbitaire et l'opercule au niveau supérieur.
Le troisième temps opératoire est l'inciformectomie. Il s'agit d'un temps essentiel. Le geste doit être complet puisque c'est ce qui va permettre d'avoir un accès facilité au canal nasofrontal par l'ethmoïde antérieur. Ce geste doit être réalisé soit la Black Slay droite ou coudée avec une gestuelle de mouvement vers le haut. Le quatrième temps fort de cette chirurgie est la méatotomie moyenne. Il convient de la réaliser sous le niveau de la bulle ethmoïdale et donc c'est pour ça qu'il est important d'avoir évidé la région prébulaire, d'avoir enlevé tous les polypes pour pouvoir distinguer ce relief de la bulle qui va nous permettre de déterminer le niveau où on réalisera le geste de méatotomie. Ce geste doit être réalisé à l'aide d'une pince de Black Slay droite ou coudée et on réalise un mouvement de rotation complet du poignet en s'éloignant de l'orbite. On respectera bien sûr le relief du conduit lacrymal en avant et attention à ne pas trop élargir l'orifice méatal en arrière en raison de l'émergence de l'artère sphénopalatine. Le cinquième temps essentiel de cette chirurgie est l'ethmoïdectomie antérieure. Elle consiste tout d'abord en une trépanation de la bulle ethmoïdale. Cette dissection des cellules intrabulaires puis suprabulaires doit être réalisée de manière parallèle à la lame des cornets moyens et à la paroi orbitaire. Cela permet de rester en dehors des zones de danger. On réalisera l'évidement des cellules inciformiennes après repérage de la paroi orbitaire. Celle-ci est repérée à l'aide d'une aspiration boutonnée qui va permettre de décrocher et de décoller la muqueuse afin de dégager la paroi de la lame papyracée. On réalisera également l'évidement des cellules méatiques jusqu'à repérage de la base du crâne et de l'artère ethmoïdale antérieure qui va nous permettre de déterminer notre point d'entrée du canal nasofrontal. Cet évidement est réalisé à l'aide de l'aspiration boutonnée avec un geste d'arrière en avant pour ne pas blesser la base du crâne et on retire tous les fragments et toutes les cloisons à l'aide d'une pince de Black Slay tout en douceur sans tirer sur les fragments.
Le 6e temps fort est l'ethmoïdectomie postérieure. Il s'agit tout d'abord de commencer par la trépanation de la racine cloisonnante du cornet moyen. Celle-ci va permettre d'accéder à une cellule dont la limite latérale est la paroi orbitaire et la limite supérieure est le toit ethmoïdo-frontal qui est épais à ce niveau-là. C'est vraiment l'endroit où vous pouvez dégager la base du crâne sans danger en décollant la muqueuse à partir de la paroi orbitaire jusqu'au toit de l'ethmoïde. Cette identification permet souvent de revenir sur le temps antérieur pour mieux régulariser la dissection de la paroi orbitaire et du toit ethmoïdal antérieur. On va réaliser cet évidement en arrière jusqu'à l'aplomb de la paroi antérieure du sphénoïde. Attention à la dernière cellule ethmoïdale qui peut se développer en dehors et au-dessus du sinus, c'est la fameuse cellule d'Onodi, et qui peut exposer au risque de lésion de la carotide interne et du nerf optique. Le 7e temps fort de l'ethmoïdectomie est l'accès au canal nasofrontal. Tout d'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut réaliser l'ablation complète du processus inciformien, qui est un élément clé pour accéder à cette région. La dissection se poursuit le long de la paroi orbitaire et de manière rétrograde le long de la base du crâne. On va repérer l'artère ethmoïdale antérieure et souvent l'orifice est médial entre le reliquat inciformien et la lame des cornets. Il est prudent à ce niveau du canal nasofrontal de l'exposition de conserver la muqueuse entourant l'ostium frontal pour prévenir une sténose. Concernant la chirurgie de la polypose nasosinusienne, il ne s'agit pas d'une chirurgie extensive du sinus frontal. Il faut donc être très économe sur la muqueuse au niveau du canal nasofrontal pour éviter tout risque d'eurosténose. Le temps suivant de l'ethmoïdectomie n'est pas réalisé de manière systématique. Il s'agit de la sphénoïdotomie lorsqu'il existe un remplissage par les polypes du sinus sphénoïdal. Il est quand même souhaitable pour régulariser l'évidement postérieur et exposer la base du crâne. Lorsque le sinus sphénoïdal est de grande taille, l'ouverture se fait à travers la paroi postérieure de la cellule ethmoïdale la plus postérieure. La deuxième technique consiste à repérer la choane qui va indiquer le niveau de la paroi antérieure du sinus sphénoïdal et la trépanation va se faire alors dans la zone inféromédiale de la paroi. Le dernier temps opératoire est un temps important. Il s'agit de l'évidement de la gouttière olfactive
et qui consiste en l'exérèse des polypes qui sont plaqués contre la cloison nasale et qui sont en dedans du cornet moyen, tout en respectant la fente olfactive pour ne pas risquer d'abîmer les nerfs olfactifs. Ce geste est important, il permettra ensuite aux corticoïdes locaux de pouvoir atteindre la fente olfactive et d'améliorer les résultats sur l'odorat. En fin d'intervention, on vérifiera l'hémostase sous une hémodynamique satisfaisante et on vérifiera bien sûr l'absence de brèche orbitaire ou méningée. Il conviendra de réaliser un pansement par l'application d'une pommade corticoïde dans le couloir ethmoïdal. Cette pommade doit être chauffée à l'avance pour permettre qu'elle soit plus maniable et qu'elle se dépose plus facilement dans le couloir ethmoïdal. Il faudra bien sûr veiller à laisser libre le canal nasofrontal et le méa moyen. Afin de remplir la seringue de pommade, on branchera la seringue sur le tuyau d'aspiration, ce qui permettra d'aspirer directement la pommade à l'intérieur. Après la chirurgie, les soins post-opératoires sont essentiels. Nous avons abandonné depuis de nombreuses années maintenant le méchage à l'intercommunal de Créteil, sans avoir augmenté pourtant le risque hémorragique. Il faudra réaliser les irrigations nasales dès le lendemain de l'intervention et les poursuivre jusqu'à 2 mois après l'intervention au minimum. Nous revoyons toujours les patients au bout de 15 jours pour une consultation et un soin post-opératoire qui est essentiel pour éviter toute synéchie ultérieure à la suite d'un arrêt de travail en général d'une moyenne de 15 jours. La corticothérapie nasale ne sera reprise qu'au bout de 15 jours. En conclusion, moyennant le respect des balises anatomiques et la réalisation de tous ces temps forts chirurgicaux, avec un évidement complet de cette muqueuse qui permet d'exposer la paroi orbitaire et la base du crâne, on peut réaliser cette chirurgie sans danger et avec un très bon résultat fonctionnel à 5 ans chez 2/3 des patients, sous réserve bien sûr de la poursuite de la corticothérapie locale.